Vous faites bien de suivre M24 Télévision. Merci de nous rejoindre pour la grande édition de ce journal dont voici les titres. Au Mali, prestation de serment du nouveau gouverneur du district de Bamako. C'est la deuxième nomination féminine au gouvernorat du district de Bamako. Au Libéria, le pays reprend le contrôle de sa sécurité intérieure. Des risques et des défis sont à relever, mais la présidente libérienne se déclare confiante. Enfin, en France, dans le cadre de la très controversée loi Travail, le gouvernement rencontre les syndicats. De légers remaniements sont opérés, mais les désaccords avec les syndicats persistent. Bienvenue à tous dans cette édition. Au Mali, la prestation de serment du nouveau gouverneur du district de Bamako, c'est donc Sako Aminata Kane, ce nouveau gouverneur. Elle a prêté serment ce mercredi 29 juin au tribunal de grande instance de la commune 4. Notons que c'est la deuxième fois qu'une femme est élevée à ce poste et donc nommée au gouvernorat du district de Bamako. Un reportage de Fadima Kontao et Bakary Koné. C'est lors d'un conseil des ministres tenu le 1er juin 2016 que Sako Aminata Kane fut nommé gouverneur du district de Bamako. Ce mercredi 29 juin 2016, elle a prêté serment au tribunal de grande instance de la commune 4. Aminata Kane a pris l'engagement de bien remplir les devoirs à sa charge. À mes activités, principalement la salubrité, la sécurité, et voir le côté de l'incivisme également à Bamako. Donc, dès que je me lancerai, je vous ferai appel. C'est la deuxième fois au Mali qu'une femme est nommée gouverneur du district de Bamako. Sako Aminata Kane a désormais la lourde tâche de relever les défis auxquels le district de Bamako est confronté, notamment l'insalubrité et l'insécurité grandissante. Au Mali, l'ONU renforce la mission et l'effectif de ses casques bleus. C'est donc le Conseil de sécurité qui a adopté ce mercredi 29 juin une résolution renforçant la mission de maintien de la paix de l'ONU. Quelques 2500 hommes devraient bientôt venir grossir les rangs des effectifs actuels pour les aider à mieux lutter contre les menaces djihadistes. Un commentaire de Mariam Nafougou. L'ONU compte renforcer ses effectifs au Mali. Le Conseil de sécurité a annoncé mercredi 29 juin avoir voté une résolution en vue d'augmenter de 2500 hommes environ les effectifs de la force de l'ONU au Mali, MINUSMA. Cette force, en but aux attaques des djihadistes dans le nord du pays, est dotée d'un mandat plus offensif pour protéger les civils et son personnel. La résolution, préparée par la France et adoptée à l'unanimité des 15 membres, fait passer l'effectif des casques bleus à 13 289 soldats et 1920 policiers. La MINUSMA doit prendre toutes les mesures pour accomplir son mandat et adopter une stratégie plus préventive et plus solide, estime le Conseil. Toujours au Mali, le général Didier Dako, nouveau chef d'état-major général des armées, c'était donc à la suite du Conseil des ministres ordinaire de ce mercredi 29 juin que le général de brigade et chef d'état-major adjoint de l'armée malienne a été promu au grade de général de division puis chef d'état-major des armées. Restons toujours avec le Conseil de sécurité de l'ONU qui a renforcé ce mercredi pour 1 an et à l'unanimité le mandat de sa mission au Darfour, la MINUAD. Une décision très contestée par Khartoum qui demandait à l'ONU de retirer cette force qu'elle juge inefficace. Ce sont des visions de la crise au Darfour qui se sont opposées au Conseil de sécurité. D'un côté, les pays proches de Khartoum comme l'Égypte ou la Russie qui se sont livrés à un discours classique se félicitant des progrès sécuritaires au Darfour et soulignant la nécessité d'envisager une stratégie de sortie pour la mission. De l'autre, les pays occidentaux qui ont rappelé le bilan humanitaire désastreux des autorités de Khartoum. L'ONU a annoncé que les combats dans la région centrale de Djebel Mara avaient fait 80 000 déplacés depuis le mois de janvier dernier, qui viennent s'ajouter aux 2,6 millions de Soudanais déplacés depuis le début du conflit. Le Conseil de sécurité a toutefois réussi à s'entendre sur une résolution qui renouvelle pour 1 an le mandat de la MINUAD, dont la priorité reste la protection des civils, l'accès à l'aide humanitaire et la sécurité du personnel humanitaire.
Ce sont les 3 préconditions qu'un diplomate occidental pose aux autorités du Khartoum pour envisager le départ de la MINUYAT du Darfour. Une mission très critiquée pour son incapacité à assurer la protection des civils. Au Libéria, le pays reprend le contrôle de sa sécurité intérieure. La mission des Nations Unies au Libéria, MINUL, transfère ses responsabilités au gouvernement libérien ce jeudi 30 juin. Elle a donc servi de force de stabilisation et de sécurisation du pays. Les autorités du Libéria, rappelons-le, prennent donc aujourd'hui le relais. Le point avec Fadima Kontao. Créée en 2003 après 14 ans de guerre civile, la mission des Nations Unies au Libéria, la MINUL, a compté jusqu'à 15 000 hommes. Elle a servi de force de stabilisation et de sécurisation du pays. Les autorités du Libéria prennent le relais. Mais ce transfert de prérogatives n'est pas sans poser des défis et des risques. Sécuriser les aéroports, le transfert des fonds, inspecter les armes ou encore faire des patrouilles maritimes. Toutes ces prérogatives sont désormais gérées par les 5 000 policiers et 2 000 soldats du Libéria. Ellen Johnson Sirleaf s'est dite confiante. Pour la présidente libérienne, le pays doit montrer au monde qu'il a grandi et qu'il peut assurer sa sécurité. Pour autant, le moyen pourrait manquer. Le budget sécurité du Libéria s'élève à 90 millions de dollars, 3 fois moins que celui de la MINUL. L'avenir de la MINUL sera débattu au Conseil de sécurité de l'ONU le 15 décembre prochain. En Égypte, dans le cadre du crash de l'avion de la compagnie Égyptair, les données de l'enregistreur de paramètres de l'avion qui s'est abîmé en Méditerranée le 19 mai dernier ont été extraites avec succès. C'est ce qu'ont annoncé les autorités égyptiennes. Les données confirment la présence de fumée à bord de l'appareil. Moussoudjet Tene Traoré. L'analyse d'une des boîtes noires de l'avion d'Égyptair qui s'est abîmé en mai en Méditerranée a confirmé que les alertes des détecteurs de fumée s'étaient déclenchées avant le crash, ont annoncé mercredi 29 juin les enquêteurs égyptiens. Les données enregistrées confirment les alertes du système automatisé de communication de l'appareil sur de la fumée dans les toilettes et à l'avant de la cabine, a déclaré la commission d'enquête dans un communiqué. Des parties à l'avant de l'avion montrent des signes de détérioration dus à de hautes températures, a ajouté cette commission. L'hypothèse de l'attentat initialement mise en avant par l'Égypte a cédé du terrain au profit de celle de l'incident technique en raison d'informations sur le déclenchement d'alertes signalant de la fumée dans l'avion. Le vol MS-804 reliant Paris au Caire s'est abîmé le 19 mai entre la Crète et la côte nord de l'Égypte après avoir soudainement disparu des écrans radars pour des raisons encore indéterminées avec 66 personnes à bord, dont 40 Égyptiens, 30 passagers et 10 membres d'équipage et 15 Français. En France, toujours dans le cadre de la loi travail, cette loi très controversée et qui fait depuis plusieurs mois déjà l'objet de débats, Manuel Valls reste ferme tandis que les désaccords persistent avec les syndicats. C'est donc au lendemain de la 11e journée de mobilisation contre cette loi que le Premier ministre Manuel Valls et les syndicats se sont rencontrés à Matignon et ils ont eu une nouvelle discussion sur le sujet. Chaque parti est resté sur ses positions. Mamadou Ben Moussa Koulibaly. Les concessions du gouvernement n'auront pas suffi à déminer le puneux dossier de la loi travail. Après 4 mois de mouvement social, l'exécutif a fait un geste en apportant des amendements à l'article 13 pour clarifier le rôle des branches professionnelles, mais sans toucher à l'article 2, colonne vertébrale du texte qui permet par la négociation d'entreprise de déroger aux dispositions sur le temps de travail. Nous ne reviendrons pas sur la prééminence de l'accord d'entreprise, a déclaré le Premier ministre Manuel Valls mercredi 29 juin, fermant la porte aux syndicats contestateurs reçus plus tôt aux côtés de la ministre du Travail, Myriam El Khomri. Dans un entretien accordé à un journal français, François Hollande a redit sa détermination à aller jusqu'au bout de cette réforme, n'hésitant pas à évoquer le recours au 49.3 si nécessaire. En Europe, les dirigeants ne veulent pas de marché unique pour Londres. Ils l'ont fait savoir ce mercredi. Le Royaume-Uni, s'il veut accéder au marché unique, devrait respecter les 4 libertés fondamentales de l'Union européenne, entre autres la libre circulation des personnes. Moussoudjet Tene Traoré.
Les dirigeants européens ont averti le Royaume-Uni mercredi 29 juin qu'il ne pourrait pas négocier d'accès à la carte au marché unique après sa sortie de l'Union européenne, rejetant toute velléité de Londres de restreindre la libre circulation des personnes. Les dirigeants ont clairement dit que l'accès au marché unique nécessite d'accepter les 4 libertés fondamentales de l'Union européenne, y compris la liberté de mouvement, a martelé le président du Conseil européen, Donald Tusk, à l'issue d'un sommet à Bruxelles. Tout en réaffirmant l'espoir des 27 que le Royaume-Uni sera un partenaire proche à l'avenir, il a insisté lors d'une conférence de presse sur le fait qu'il n'y aurait pas de marché unique à la carte au bénéfice de Londres. Les Européens ne toléreront aucune exception à cette règle, a renchéri à ses côtés le président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker. Au Canada, plus précisément à Ottawa, un sommet se tient entre les leaders des États-Unis, du Mexique et du Canada. La rencontre a pour thème l'importance des économies intégrées. Ces 3 leaders se sont réunis lors d'un sommet entièrement consacré donc au climat et d'autres sujets d'intérêt commun. Commentaire de Hervé Ndépo. Le Premier ministre canadien Justin Trudeau et les présidents américains et mexicains Barack Obama et Enrique Peña Nieto n'ont pas cessé de rappeler l'importance des échanges commerciaux, de bonnes relations et de l'action commune comme le repli sur soi. Une manière de condamner l'isolationnisme et la montée du protectionnisme, des mots qui prennent tout leur sens. 6 jours après le séisme du vote des Britanniques en faveur du Brexit, Barack Obama a souligné la nécessité de se doter de règles plus fortes pour mieux encadrer la mondialisation. Le président américain a également fait part de ses inquiétudes sur la croissance mondiale à long terme en cas de sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne. Ce sommet dit des 3 amicaux a aussi été l'occasion d'aborder la question du climat. Les 3 leaders se sont engagés à ratifier l'accord de Paris sur le climat et à produire d'ici 9 ans 50% d'électricité à partir d'énergie verte et de réduire les polluants comme le méthane. Fin de cette édition, toute la rédaction de M24 Télévision vous remercie pour revoir ce journal et pour continuer de suivre l'actualité en continu. Rendez-vous sur m24tv.net mais également sur la page Facebook M24 Télévision.